Montre et mystère met le cap vers l'empire du milieu et l'industrie horlogère suisse génère de nombreuses ventes en Chine. Problème, porter une montre de luxe à plusieurs milliers d'euros là-bas est souvent synonyme de corruption. Bonjour et bienvenue dans Montre et mystère, je suis Guillaume Lariche, journaliste en compagnie d'Alexandre Bouchard, vendeur d'élite de montres de luxe. La Chine est un marché clé pour les horlogers suisses, Alexandre. Si je te donne un chiffre, tu vois, ça va être l'année 2010, 52% de l'export suisse, c'est juste la Chine. Sur un marché à 16,2 milliards en 2010, ça fait 8,5. C'est monstrueux. Donc la Chine est devenue le premier client de l'horlogerie suisse et ça force les Suisses à devoir courtiser les Chinois. Et là, c'est pas juste 1,3 milliard de Chinois, comme on pourrait imaginer, c'est juste les 300 millions de la classe moyenne chinoise et plus particulièrement, en fait, j'imagine, le 20 millions de super riches. Tu vois. Donc, il va falloir les séduire. Est-ce que l'horlogerie suisse est-elle trop dépendante de la Chine ? Elle l'est parce que en fait, si tu veux, le marché, en fait, le monde de l'horlogerie est très simple. Il y a trois marchés. Il y a l'Asie, pour faire simple, Japon, Chine. Ensuite, tu vas avoir l'Europe de l'Ouest principalement, donc France, Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne, voilà. Et puis après, tu vas avoir les États-Unis, donc qui se résume, quand je dis les États-Unis, donc Amérique du Nord, qui est vraiment le monde américain avec Canada et États-Unis. Donc ça, tes trois marchés-là. Et là, quand tu as en fait rien que la Chine qui prend une place aussi prépondérante, bon, bah derrière, tu commences c'est-à-dire à organiser ta production pour qu'elle soit honorée, qu'elle puisse après être déployée dans toutes les boutiques que tu vas installer en Chine. Et quand tu parles de la Chine, il faut pas oublier, c'est un continent, ce pays-là. Il y a Pékin au nord, ensuite à l'est, tu vas avoir Shanghai, ensuite tu vas avoir Hong Kong, Macao, j'oublie pas Wuhan qui est au centre, mais après, il faudra pas oublier les villes comme Chongqing, où tu vas avoir 30 millions de personnes qui vivent là-dedans. L'agglomération, c'est 60 millions d'habitants. C'est gigantesque. Donc, quand tu dois installer des grands magasins les uns à côté des autres et puis aussi faire connaître ta marque auprès des Chinois, ça prend du temps. Mais derrière, tu peux gagner énormément d'argent. Alors, tout n'a quand même pas été si rose en Chine pour le marché du luxe. Si de 2000 à 2012, la valeur des exportations de montres suisses vers la Chine a été multipliée par 100, comme le chiffre dont tu nous parlais en début de ce podcast, la fête s'est arrêtée en 2013, où croissance faible et campagne anticorruption ont pesé sur les exportations horlogères suisses vers la Chine. Oui, alors il faut savoir que Xi Jinping en fait était déjà dans les starting blocks après Hu Jintao, hein, donc qui était l'ancien président avant Xi Jinping. En fait, Xi Jinping arrive en 2009, prend le pouvoir réellement en 2010-2011. Tu vois, je rappelle, en 2008, il y avait les JO de Pékin, donc c'est vraiment la consécration de Hu Jintao. Xi Jinping est nommé par le Politburo, voilà, pour devenir président de la Chine. Puis après, il a 2 ans, on va dire, pour pouvoir se faire connaître et puis connaître l'appareil d'État. En fait, à partir de 2013, fin de la rigolade, parce qu'il a un grand projet qui s'appelle le rêve chinois, et il va faire une campagne qu'on appelle les tigres et les mouches. Les mouches, ce sont les gens qui tournent autour, on va dire, c'est tous les petits corrompus, et les tigres ce sont les grands corrompus. Voilà, comme son rival politique de l'époque, Bo Xilai, donc dont s'était débarrassé. Mais derrière, en fait, dans cette corruption-là, ils n'hésitaient pas à se payer des hôtels 5 étoiles, des montres et machin. Puis quand même, il y avait une ligne idéologique du Parti communiste. Voilà, il fallait respecter, certes, une ouverture au capitalisme, mais qu'on déconne pas, qu'on n'entre pas dans les anciens travers, comme on a vu en fait dans le Shanghai des années 30. Alors effectivement, des montres de luxe parfois offertes aux fonctionnaires du Parti communiste, forcément ça plaît pas forcément à Xi Jinping, en échange de faveurs, des ouvertures de portes. Du coup, montre suisse est maintenant synonyme de corruption là-bas en Chine. Oui, alors pour te donner un exemple, avant Hu Jintao, donc Xi Jinping, Hu Jintao, Jiang Zemin qui était le maire de Shanghai, et chaque président chinois a une idéologie, un peu comme toi le Yes Weekend de Barack Obama. Xi Jinping, c'était le rêve chinois, le Zhongguo Menxiang. Juste avant Hu Jintao, c'est le Hexie, c'est-à-dire l'harmonisation, et l'autre, il va avoir ce qu'on appelle les San Jiaote, c'est-à-dire en fait les trois représentations, qui littéralement, pour faire simple, c'est on améliore la production, on améliore la culture chinoise, on améliore l'ouverture. Sauf que il y a un jeu de mots en fait avec ce qu'on appelle les Sange Biaodai, voilà, donc les trois représentativités. En fait, Biao Dai, donc Biao c'est en fait représenté et Dai, voilà, c'est un autre complément en caractère chinois. Mais Biao Dai aussi, tu peux le jouer par autrement. C'est que Biao, en fait, ça ressemble à Zhong Biao, c'est-à-dire une montre, et Dai, un bracelet.
Et donc, en fait, ça faisait les 3 montres, tu vois, pour faire simple. Et donc, il y avait un énorme clin d'œil des Chinois pour critiquer le fait qu'il y a une forte corruption, notamment de la culture de Shanghai, qui était le monde du privé, le monde de la réussite. Et donc, l'idée, en fait, de cette corruption-là. Donc, les Chinois sont pas bêtes du tout et voient ça très, très bien. Et le parti aussi voit ça très, très bien et se dit, voilà, on arrête les bêtises, la corruption, c'est très mal. Alors effectivement, les grosses Rolex n'ont pas forcément la cote, mais le luxe, lui, ne connaît pas la crise en Chine. Après la pandémie, l'Empire du Milieu s'est remis à consommer montres et bijoux en masse. Oui, alors tout va bien pour les marques comme IB ou si tu veux Titia. Alors qu'est-ce que IB? Ça va être Audemars Piguet. Titia, ça va être Gégère-Lecoutre. Voilà, où tu vas avoir Rolisher qui est Rolex. Tout va bien, c'est-à-dire que le triptyque, en tout cas la tête de proue de l'horlogerie suisse fonctionne très très bien. Rolex a toujours maintenu son 29% de part de marché, suivi d'Omega et puis de Cartier. Si tu veux, ça a bien explosé, même simplement, il faut comprendre que Internet a sauvé ces empires-là. Et aussi, les Chinois étaient suffisamment au fait de connaître quelles étaient les bonnes marques, quoi. C'est-à-dire que Rolex, c'est le succès, comme Patek Philippe ou autres. Donc, ils se sont parfaitement retrouvés. Et grâce à Internet, les Chinois ont pu continuer à consommer. Alors, les Chinois qui sont fans de montres suisses, on l'explique, et la Chine qui est aussi passée maître dans la création. Faut le savoir, la production horlogère de la Chine représente 80%, oui 80% de la production mondiale, mais là on ne parle pas forcément de montres de luxe. Exactement. Alors là, je te propose d'aller tout au sud de la Chine. Donc tu vois Hong Kong, voilà, qui est vraiment la pointe sud pour faire simple. Tu vas un peu à l'est, tu as la ville de Shenzhen, que tout le monde connaît, voilà, pour la technologie, avec généralement tout ce qui est Huawei, tout ça. Mais Shenzhen, c'est la capitale de l'horlogerie chinoise. Et donc toutes les montres chinoises sont produites là-bas. Même à l'époque, en fait, petite histoire, tu sais, quand il y avait comment dire, toute cette contrefaçon qui était faite à partir de Hong Kong, bon, c'était toujours en fait sous le pouvoir anglais. Et puis après, quand Hong Kong est devenu autonome, il y a quand même ce problème de contrefaçon-là. Bon, ils se sont pas embêtés, les gens qui faisaient de la contrefaçon. Ils sont partis à Shenzhen. Donc, ils ont compris comment on fabriquait ces montres-là. Et tu vas avoir donc toutes ces montres chinoises qui maîtrisent parfaitement la technologie voilà, des montres. Donc, il y a vraiment une connaissance pure au niveau industriel. Les Chinois sont très au fait de ce qui se passe. Après, ils savent encore mieux ce qu'est le luxe. Et c'est pour ça qu'en fait, qu'ils vont à l'étranger parce qu'ils ont très très peur de cette contrefaçon. Alors, il faut dire surtout que l'amour des Chinois pour la bonne heure remonte au XVIe siècle, lorsque le missionnaire Matteo Ricci apporte les premières horloges en Chine. Oui, alors, en plus, chose amusante, donc ce missionnaire Matteo Ricci, qui va être, alors pour la petite histoire, c'est le monsieur qui va créer l'encyclopédie de tous les caractères chinois. C'est-à-dire que pour être sûr que les Européens puissent bien comprendre le chinois, c'est lui qui va répertorier tous les caractères chinois. Et donc, dans ses bagages, il va apporter voilà, toute la science occidentale. Il faut comprendre un truc, c'est que les Chinois, au début, ne savaient pas trop ce qu'était le christianisme. Donc, les gars se vendaient un peu comme des mages, des astronomes, en tout cas des hommes de science. Et l'horlogerie était passionnante. Mais les Chinois étaient plus passionnés par le décorum des pendules, avec voilà, pierres précieuses, de choses, que la gestion du temps avec de la mécanique. C'est quand même venu après, parce que tu vas avoir l'empereur Kangxi, qui est l'équivalent du Louis XIV chinois, voilà, qui a vraiment œuvré pour le luxe et puis un essor en tout cas de la dynastie des Qing, était très intéressé par tout ce qui était ces montres-là. Et tu vas voir plus tard donc la maison Jacques-Hédro ou la maison Beauvais, donc par la maison Jacques-Hédro qui a proposé des montres extraordinaires aux Chinois, leur a montré aussi bien des automates. La maison Beauvais, qui était suisse, qui en fait a ouvert son siège à Londres et qui a ouvert en fait fait partie des premiers à avoir installé à Canton, c'est-à-dire comment dire, des boutiques, voilà, pour les Chinois qui étaient les plus riches. Donc il y a une longue tradition et une longue relation entre l'horlogerie suisse et le monde chinois. Alors on arrive à la fin de notre coup de projecteur sur l'horlogerie de luxe et la Chine, l'empire du milieu. Encore une chose à rajouter d'important ? Oui, c'est que les Chinois adorent en fait, comment dire, l'horlogerie. C'est syndrome, enfin, j'ai envie de te dire syndrome, mais c'est presque un lapsus que je viens de te raconter. C'est un synonyme de réussite absolue, parce qu'ils connaissent bien en fait ces marques-là. Ça a mis un peu de temps, tu vois. Il faut pas oublier qu'ils sortent d'un communisme qui a été long, qui a été difficile, et très rapidement en fait, ils se sont mis à apprécier les montres. Alors une petite histoire drôle. À Macao, alors je te rappelle, on a Hong Kong tout au sud. Si tu vas à l'est, tu as Shenzhen. Si tu vas à l'ouest, tu as Macao, donc, qui est une colonie portugaise.
Là-bas, il y a énormément de casinos et casino rime avec argent. Donc, les horlogers suisses sont pas bêtes. Ils ont installé les corners avec leur marque dans les casinos. Et comme on va dire que l'argent coule à flot, bah, qu'une fois quelqu'un gagne une grande somme, bah, automatiquement, il va s'acheter une montre de luxe. Voilà, en un instant, ça fait des ventes. Je pense que ça fait partie des ventes les plus rapides au monde. Montre et mystère, c'est fini sur le monde de la Chine. Dans le prochain épisode, nous parlerons des contrefaçons, comme ce faussaire français qui a, semble-t-il, généré plus de 350 millions d'euros de préjudice. Nous vous donnerons aussi des astuces pour reconnaître une montre de contrefaçon. C'était Alexandre Bouchard et Guillaume Lariche. Merci de nous avoir suivis. Et si vous aimez Montre et mystère, n'hésitez pas bien sûr à parler de nous à votre conjoint, vos proches, vos amis, votre famille, bref, à tout le monde. À bientôt.